c'est une légende originale que j'ai écrite lorsque j'avais 11 ans. Puis je l'ai basée sur des faits réels en lien avec l'histoire de la cloche. Je vais vous laisser découvrir par vous-même ce qui découle de des faits réels, puis ça qui vient de mon imagination. Donc voici la cloche endiablée. La semaine dernière, je l'ai vue. Elle était si belle, si magnifique. Je parle pas d'une fille, là, pensez pas ça. Je parle plutôt de la cloche. La fameuse cloche endiablée au bassin. Mes ancêtres en parlent depuis des générations. Ils disent que la cloche a une âme. Je vous raconte ça. Au début des années 1600, les Acadiens de Beaubassin avaient une belle église. Puis elle était la fierté des Acadiens et des ancêtres. Mais un jour, presque 100 ans plus tard, il y a un Anglais nommé Benjamin Church qui a envahi l'Acadie puis a flambé l'église. Mais les Acadiens, ils ne sont pas découragés. Ils ont décidé de bâtir une nouvelle église. Puis donc, en 1734, le roi de France a ordonné au forgeron Rochefort de forger une toute nouvelle cloche pour sa nouvelle colonie. Et donc, la cloche a fait un grand voyage de galion jusqu'en Acadie. Mais ce n'était pas là une cloche ordinaire, parce que cette cloche-là était capable de sonner toute seule, à sa guise, au début de chaque messe, de chaque baptême, puis de chaque frôlée. Puis c'est pour ça qu'on disait qu'elle avait une âme. Mais, un jour, en 1750, le général anglais Lawrence voulait écraser le village pour y construire un fort anglais. L'abbé Le Loutre, qui était un curé acadien ainsi que chef militaire français, il a donc ordonné aux Micmacs de brûler le village puis de sauver la cloche pour ne rien laisser aux Anglais. Alors, les Acadiens ont pris la cloche avec eux puis sont enfuis au fort Beauséjour. Puis là, ils l'ont enterrée pour qu'elle soit en sécurité. Puis ensuite, finalement, en 1753, on a finalement construit une église nommée Saint-Louis au fort Beauséjour. Et là, les Acadiens ont hissé la cloche dans le clocher. Puis elle a sonné là, fièrement, à sa guise, pendant un mois. Mais, un jour, en 1755, la cloche s'est mise à sonner toute seule pour sonner l'alarme. Elle a résonné sans arrêt pour avertir les Acadiens de l'approche du général Monckton. L'abbé Le Loutre sentait que les Acadiens étaient pris au piège. Alors, encore une fois, il a ordonné aux Micmacs de brûler l'église puis de sauver la cloche. Son but en faisant ça, c'était de faire déménager les Acadiens au Nouveau-Brunswick pour bloquer ce qu'on appelle l'isthme de Chignectou. Et donc, pendant qu'il s'enfuyait, on me dit que mon ancêtre a dit qu'il connaissait l'emplacement idéal pour cacher la cloche, sur une petite île marécageuse dans l'Anse-aux-Cormier. Donc, ils l'ont enterré là, dans un tonneau fait par mon ancêtre, puis elle est restée là pendant plusieurs dizaines d'années. Mais, un jour, 40 ans plus tard, 2 soldats anglais, des bessons, ils se promenaient par là pour chasser quand ils ont senti une vibration sous leurs pieds. Ça, ils ont commencé à creuser un peu, puis ils ont senti du bois. C'était un tonneau. Ils ont ouvert le tonneau, puis ils ont trouvé la cloche. Ça fait là, ils sont partis avec la lourde cloche. Mais si la cloche sonnait sur la terre, c'est parce qu'elle pensait que c'était les Acadiens qui étaient au-dessus d'elle. Ça fait là, elle a commencé à sonner plus belle pour qu'ils la lâchent. Puis là, les 2 Anglais chamaillaient. Dong, dong, dong. Puis là, les Anglais commencent à chamailler. Stop ringing that stupid bell. Dong, dong, dong. Stop it. It's not me. Dong, dong, dong. That bell is driving me crazy. Dong. Ah! Ça fait après avoir voyagé le long des rivières dans un canot, puis à travers les bois, il faut le dire, les Anglais, ils étaient sourds comme des pots. Ça fait là, les Anglais sont débarrassés de la cloche finalement, puis ils l'ont donnée à l'église anglicane de Saint Mark's. Mais il faut le dire, la cloche, elle était vraiment pas à l'aise dans l'église anglicane. Ça fait, elle a commencé à jouer des tout petits tours paroissiens anglais. Par exemple, au début d'un mariage, le prêtre commençait son sermon en disant « We are here today to celebrate the union of dong, dong, dong. » À peine qu'il prononçait une phrase, la cloche sonnait pour se moquer de lui. Puis, oh mon Dieu, c'était encore pire que ça, parce qu'à chaque baptême,
la cloche sonnait de plus belle, puis elle faisait pleurer le bébé. Oh mon Dieu, vous n'avez pas d'idée à quel point ça pleurait là-dedans. Ça fait après un bout, le prêtre, il n'en pouvait plus. Il a quitté la paroisse en criant « I hate that stupid bell ». Puis là, pendant qu'il passait avec sa carriole dans un champ de vaches, il a entendu une cloche à vache. Depuis ce temps-là, il est devenu complètement chaviré, puis il a été envoyé directement à l'asile. Ça fait là les paroissiens anglais, on pourrait dire qu'ils en voulaient plus, cette maudite cloche-là. Ça fait, ils ont décidé de la donner au musée du Fort Beau-Séjour. Puis, depuis ce temps-là, la cloche est finalement en paix. Puis moi, je suis tellement chanceux d'avoir pu la voir de mes propres yeux. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil par vous-même. Qui sait, elle pourra peut-être sonner un petit coup pour vous. Vous savez qu'en Acadie, il y avait un personnage qui était très présent, le diable. Ah, le diable, il était partout au début du siècle dernier. Il se promenait en charrette, il se transformait en animal, mais surtout, le diable était dans les lieux où on dansait. Parce que vous savez que la danse était interdite. Le clergé interdisait la danse. Mais les jeunes filles acadiennes de l'époque adoraient aller danser. Alors, des fois, on organisait des petites séances de danse un peu illégales, si vous voulez. Alors, le diable en profitait pour se rendre là, parce qu'il cherchait toujours des âmes à amener avec lui en enfer. Mais savez-vous comment on faisait pour reconnaître le diable à l'époque? Eh bien, le diable, il arrivait toujours en carriole. Il avait une belle carriole toute noire, avec un cheval tout noir. Et lorsque les jeunes hommes, par exemple, sortaient jaser autour à l'extérieur durant l'hiver, ce qu'on remarquait, c'est que la neige autour de la carriole fondait. Tout fondait et on sentait une chaleur sortir de la carriole. Alors là, ça, c'était un signe que le diable était dans la pièce où on dansait. Un autre signe, et ça c'est pour vous, là, mesdames ou mesdemoiselles qui aimez danser, lorsqu'une jeune fille allait danser avec le diable et qu'elle regardait les chaussures de son cavalier, c'était pas des chaussures, c'était des sabots. Alors, si jamais vous allez danser avec un bel inconnu, cheveux noirs, yeux noirs et tout ça, regardez les chaussures. Si vous voyez des sabots, méfiez-vous, c'est peut-être le diable qui s'en vient chercher votre âme. Mais la légende que je vais vous raconter aujourd'hui est encore plus effrayante que ça. Il s'agit de la légende du diable pêcheur de la collection du père Anselme Chiasson. Ça s'est passé il y a très très longtemps passé, au début du siècle dernier, peut-être dans les années 30. Ça s'est passé dans un petit village de pêcheurs le long des côtes acadiennes. On ne dit pas où, peut-être à Barachois, peut-être à Capelé, à Bouctouche, peut-être à Chétican, en Nouvelle-Écosse. Alors c'était ce pêcheur-ci qui avait vraiment, mais vraiment mauvais caractère, un vrai bougonneux, là. Bacheleux, comme on disait en bon acadien. Un vrai bacheleux, oui, il bachelait. Alors, il n'y a personne qui voulait travailler avec lui. Il ne pouvait pas trouver d'homme engagé. Personne, il y était trop malcommode. Et il passait ses journées sur le quai à bachelé après un, puis bachelé après l'autre. Qu'est-ce que tu fais, là, ton bot est bien trop près du mien? Ben, que c'est ça, ce shot filet qui traîne sur le quai? Ah, il était vraiment détestable. Mais là, la saison de la pêche approchait. C'était le printemps et on se préparait à partir en mer avec le bateau. Et tout le monde avait trouvé un homme engagé, parce qu'un pêcheur ne pouvait pas partir seul. Ça lui prenait quelqu'un, un homme engagé, pour venir l'aider. Mais lui, il trouvait personne. Alors un bon jour, parce que là, la pêche en venait, on se préparait à partir. Un bon matin, il se lève les bras dans le ciel et dit « Oh, ah ben même que ce serait le job, je l'embaucherais quand même! » Le lendemain matin, un homme bien musclé se présente à lui. « Ça a l'air que tu cherches un homme pour t'aider sur le bout, pour aller à la pêche. Ben, je suis ton homme. » Oh, ben notre pêcheur était content. Il part avec son homme engagé, il s'en va sur la mer. Chose étrange, cet homme-là, il n'y a personne qui le connaissait dans le village. Et on sait bien qu'en Acadie, tout le monde connaît tout le monde. Ben lui, on ne l'avait jamais vu.
C'était, comme on dit par chez nous, un étrange. Et chose encore plus étrange, encore plus bizarre, il parlait pas beaucoup. Sur le bateau, il regardait le pêcheur avec un petit œil en coin comme ça, puis un petit sourire, vous savez, malicieux. Et là, c'était bizarre. Mais la chose encore plus étrange, c'est lorsqu'il mettait sa ligne à l'eau, il pêchait, il attrapait 2, 3, 4 morues à chaque fois qu'il lançait la ligne. Ah, le pêcheur avait jamais vu ça. C'était la vraie pêche miraculeuse. Et le bateau s'est rempli de morues en un rien de temps. Et puis c'était comme ça tous les jours. C'était vraiment, il était incroyable. Le pêcheur, de toutes ses années de carrière, il n'y avait jamais vu ça. Il trouvait ça louche. Le dimanche matin, notre pêcheur s'en va à la messe et s'en va voir le curé et lui raconte l'histoire. Le curé le regarde. C'est pas normal, cette affaire-là. Je vais te donner un conseil. À la fin de la pêche, quand tu feras peser ton poisson, embauche un expert avec une bonne pesée. Puis sois juste. Tu lui donnes sa part. Parce qu'un homme engagé qui allait pêcher avec un pêcheur divisait la part moitié-moitié. Tu lui donneras sa moitié. Pas une demi-livre de moins. Faut être juste. Et vous savez qu'à l'époque, on pêchait la morue et on arrivait au quai, on faisait sécher la morue, on la salait, on la faisait sécher sur des espèces de chafauds qu'on appelait des vinots et on plaçait ça dans des barils et à l'automne, on allait vendre donc le produit de notre pêche, la morue. Donc, tout l'été se passe comme ça et notre pêcheur avec son homme engagé, rapporte de la morue et de la morue et de la morue, a pu savoir quoi faire avec cette morue. Arrive l'automne et le temps de la pesée. Alors là, notre pêcheur fait venir donc cet expert avec sa pesée. L'homme engagé avait pas de l'air très content, il était un peu même grincheux. Alors l'expert pèse la morue, mais vraiment, là, écoutez, il faisait bien attention d'avoir exactement le même montant, exactement entre le pêcheur et son homme engagé. Alors le pêcheur remet à son employé sa part, son butin, le poisson. Alors l'homme engagé le regarde avec des yeux pour tuer quelqu'un et d'un air grincheux lui dit « Oh, si tu m'avais donné juste une demi-livre de moins, j'aurais emporté ton âme en enfer avec moi. Mais comme tu es trop honnête et juste, je ne peux point le faire. » Et là, tout d'un coup, pouf, il disparaît de la boucane et il emporte avec lui sa part de morue. Et depuis ce jour, dans les villages acadiens, les villages de pêcheurs, on fait toujours appel à un expert et on donne toujours la juste part égale à l'homme engagé, de peur que ce soit le diable, on ne sait jamais. Bon, c'est conte, le conte de deux hommes qui se sont rencontrés un bon dimanche matin. Puis, il y en a un qui s'appelait Joe, puis l'autre s'appelait Jean. Puis, ils se sont rencontrés dans le but, puis l'autre a arrêté, il t'appelles-tu Jean, toi? Il dit oui. Ah, ça c'est drôle, ça, tu connaissais mon nom. Fait que Jean a demandé, il dit, ton nom serait-tu Joseph? Oui, comment tu savais ça? Ah. Comme ça, on se connaît, on peut continuer notre chemin. Fait qu'on continue le chemin, puis ça c'est un petit conte pour rire, là. Mais ce conte-ci est un petit peu plus long. C'est pour deux innocents, deux frères. Puis, il était encore à la maison, puis il s'était rendu qu'il avait 45 ans. Puis, la mère est encore gênée de ça, bien sûr, qu'elle avait encore deux grands flambeaux de 45 ans à la maison. Puis, elle ne savait pas quoi faire trop. Puis, pour les encourager, elle avait décidé une bonne journée qu'elle les enverrait voir les filles chez les voisins, les femmes, qui étaient célibataires, un petit blanc plus jeune. Ça fait
À cause qu'ils étaient innocents, on n'a pas eu le choix de lui dire quoi faire. Fait qu'elle les a dit, vous allez cogner à la porte, sur le voisin, puisque les deux femmes. Puis vous allez dire bonjour. Puis après ça, vous lui contez une histoire, ou vous essayez de vous inviter, puis ça. Puis, à penser que c'est ça qu'ils vont faire, bien sûr. Fait que les deux garçons se sont mis à penser ça dans le jour, comment est-ce qu'ils allaient faire pour aller cogner à la porte, puis comment est-ce qu'ils allaient faire pour s'introduire, je sais pas quoi. Mais la seule chose, à cause qu'ils étaient innocents, il y avait la seule chose qui se rappelait, surtout, c'était bonjour. Ça fait que cette bonne journée-là, oui, ils ont été à la maison le soir, puis il y a encore la porte. Puis la porte n'a pas eu le temps de l'ouvrir, que les deux innocents ils ont dit bonjour. Puis ils ont râlé sur la porte, puis ils ont pris pour chez eux. Puis ils étaient tous contents, on pensait, notre mère va être content, puis qu'on a été voir les jeunes femmes au voisin, puis tout ça, puis on va lui dire quoi ce qu'elle a fait. Fait que le lendemain matin, ça s'est réveillé, toute la famille, ils étaient assis à pas déjeuner à table, tout ça. Puis le maire, il a demandé, puis comment ça a été hier soir? Il avait été voir les jeunes femmes, ça, oui. Puis comment ça s'est passé? Les deux garçons ont dit, les deux innocents, ils ont dit, ouais, on a cogné à la porte, ils ont ouvert la porte, puis on a dit bonjour, puis on a tiré la porte, puis on est parti pour la maison. Elle dit quoi? Vous avez pas rentré? Non. Allez, mes pauvres innocents. Vous n'avez pas pu rentrer à la maison, puis boire une tasse de thé, quelque chose, puis vous faire connaître, tout ça. Allez, mes pauvres innocents. Puis là, elle a pensé à ce que je peux bien lui dire pour qu'ils pourraient essayer de casser la glace avec ces deux jeunes femmes-là. Fait que là, elle dit, vous ne pourrez pas faire une surprise à ces deux femmes-là. Elle dit, vous ne pourrez pas prendre des petits bois, là, puis de temps en temps, quand vous serez assis avec à la table, là, pour les taquiner, mais vous garocherez des petits bois après tout ça. Alors, les deux innocents ont pensé, ça serait pas pire. C'est une bonne idée. C'est une idée comme une autre. Fait que là, dans le jour, les autres, là, à labourer les champs, ils pensaient, comment est-ce qu'on va s'organiser pour rentrer ces petits bois-là, puis comment est-ce qu'il faut préparer les petits bois pour les mettre ensemble, tout ça. Mais le gars, il dit, un des deux innocents, il dit, moi, je vais aller chercher un aiguine. Il a été chercher un aiguine, mais lui, pauvre innocent, au lieu de couper des petits morceaux, mais il coupait du bois. Tu aurais pu mettre dans un poêle à bois pour allumer le feu, tu sais, les affaires plus longues. Mais ils coupaient ça avec un aiguine, puis ils ont mis ça dans un cordage à faire le dos. Puis, quand ça amené le soir pour aller voir les deux voisines, les deux célibataires, ils avaient emmené leur bracelet de bois. Ils ont cogné à la porte, puis bonjour, c'était nous autres qui avons venu ici hier, puis on était deux pauvres innocents, puis on aurait pu rentrer, mais en tout cas, c'est ça qu'on avait compris de faire. Hein. En tout cas, on est ici pour rentrer, puis fait que les deux jeunes femmes les ont invités en dedans. Puis, ça fait qu'ils sont mis à table, tout ça, puis les parents étaient pas loin, eux autres, pour surveiller ce qui se passait là. Puis les deux innocents, ils avaient mis le bracelet de bois à terre. Puis à un moment donné, les deux femmes ont trouvé ça curieux, parce qu'il y avait une bracelet de bois de même, qu'est-ce qu'ils voulaient. Tellement qu'ils voulaient donner du pot de feu à mon père, quelque chose. Il y a un des deux innocents, il fait un clin d'œil à l'autre. Et oui, ça n'a pas été aussi vite fait. Qu'il avait déjà démarré la bracelet de bois, puis il prenait les bouts de bois, puis tire après les deux femmes. Puis les autres pensaient, hey, ça va faire la gloire de leur mère, tu sais. Ils taquinaient, ils tirent les bouts de bois, puis ils avaient presque cassé des vitres là, dans la maison, puis la vaisselle, tout ça sur la table, puis en tout cas, les deux femmes s'en vont sauver dans leur chambre, puis les parents ont donné un coup de pied dans derrière à ces deux innocents-là, puis ça a pris pour la maison. Fait qu'ils ont retourné à la maison, puis ils étaient contents, les autres, les pauvres innocents, tu sais. Puis ils ont raconté ça à leur mère le lendemain matin, puis
vous n'avez pas été faire ça? Oui, oui, on a été faire ça. On a eu du fun, puis en tout cas, tout cas, dans le compte, ça va vite. Puis c'est drôle à dire, mais ces deux femmes-là, ces deux innocents-là, se sont mariés. Ils ont eu un mariage, ils se sont mariés. Pauvres innocents comme ils étaient, les femmes, à un moment donné, ils ont mis tanné de ces deux innocents-là. Ils se sont rencontrés, ces deux sœurs-là, ils ont pensé, comment est-ce qu'on ferait avant pour s'en débarrasser de ces dorés innocents-là? Ça fait qu'ils avaient pensé à un plan. Fait qu'il y a une qui a dit, moi, je vais faire croire à mon homme qui est mort. Essaye-toi. OK, il y a assez innocents qui pourraient croire ça. Ça fait que, un bon jour, sa femme a été pour apporter un lunch à son homme, à l'innocent. Elle a dit, mon homme, il est je te vois pas. Mais il disait, je suis ici. T'es-tu mort? Non. Oh, ben, à un moment donné, il a cru ça, lui. Il pensait vraiment qu'il était mort. Fait qu'il a pensé, ouais, je suis mort. Il a tombé mort. Il s'est fait laisser tomber à terre comme qu'il était mort. Là, à un moment donné, ils ont fait venir le monde pour les funérailles. Là. Ils l'ont mis dans le boîte, puis ils ont décollé avec pour aller dans le terrain. Puis l'autre, après ça, on va laisser ça de côté pour rester là. Après ça, l'autre innocent, sa femme, elle a pensé, je vais dire à mon homme, qu'il cherche. Puis il ne sait pas ce qu'il est. Puis il va chercher tout le temps, puis il va se perdre, puis il s'est sorti de la maison, puis j'en ai en masse avec ce pauvre innocent-là. Fait qu'à un moment donné, elle a dit à son homme, elle dit, tu te cherches, mais tu ne te trouves pas. Ah, je me trouve pas. Ah oui. Ah ben, tellement si je prendrais à chercher, tellement je me trouverais. Dans ce temps-là, il n'y a pas de miroir. Ça n'existait pas, ces miroirs-là. On ne peut pas regarder dans le miroir. Puis entre lui et son autre frère innocent, ça se ressemblait tous les deux. Fait que là, à un moment donné, il a décollé en marchant, puis il cherchait pour lui. Vous n'avez pas vu moi, c'est là. Fait que là, à un moment donné, il rencontre des hommes funéraires avec un coffre, puis qu'il y avait un homme dedans. Puis ça fait qu'il a rencontré, puis il a pensé, peut-être bien, si je vais l'avoir dans le coffre, peut-être bien, ça serait moi qui est dans le coffre. Fait qu'il est arrivé il a fait arrêter les processions funéraires, tout ça, puis il a regardé dans le coffre. Il a dit, c'est-tu bien moi qui est là? Parce qu'il me cherche. Puis là, le gars, lui, on sait que c'est son frère qui est couché dans le coffre, mais lui, il ne peut pas dire un mot, lui, parce qu'il est supposé d'être mort. Puis, il dit, lui qui cherchait, il dit, je pense que je m'ai trouvé. Il dit, c'est moi qui est dans le coffre. Mais lui qui était dans le coffre, il ne peut pas rien dire. Mais il s'est mis à rire, il dit, si je ne serais pas mort, je me lèverais, puis je me lèverais moi tout, puis je me mettrais à rire, tout ça. En tout cas, ces deux pauvres innocents-là, c'est comme ça que ça a fini. Les deux innocents ont resté avec leurs femmes pareil, puis ils en retournent à la maison. Puis la dernière fois que j'ai passé par là, ils vivaient encore ensemble. Puis il m'avait invité à la maison, puis il m'a assis à table, puis il m'a donné un petit morceau de gâteau gros comme ça. Puis quand j'ai eu fini, je m'en ai été, puis je m'en ai venu ici de compter ce compte-là. Ça, c'est la fin de mon compte. Je suis super content d'être ici. Puis il faut que je vous dise, c'est absolument un honneur pour moi de vous raconter cette légende traditionnelle Mi'kmaq, qui a été racontée de génération en génération parmi les Mi'kmaq non seulement, mais aussi chez plusieurs autres peuples autochtones avoisinants. Donc il faut que je vous dise, en tant que conteur, je sens que c'est un peu autant ma responsabilité que mon droit de valoriser la culture autochtone, parce que honnêtement, c'est une culture qu'il faut vraiment préserver. Donc, voici la légende du Mascaret. Lorsque j'étais plus jeune, ma famille et moi avons été prendre une marche dans la région à Chapelle de Beaumont. Et alors, nous avons décidé de visiter la chapelle elle-même. C'est là que nous avons rencontré le bedeau de l'église, qui était à l'époque Mario Fayot. Et lui a décidé de nous raconter un peu d'histoire à propos de la chapelle. Par exemple, elle a été construite en 1842 et l'église était dirigée par
le curé acadien, l'abbé Gauvreau, ainsi que le chef Micmac, Peter Bernard. Puis les deux peuples se partageaient la chapelle. Et ensuite, après avoir jeté un coup d'œil aux reliques religieuses des deux peuples, on a décidé d'aller prendre une marche dans les bois. Mais mon frère était venu préparer. Il avait amené son détecteur de métal, parce que lui, il va jamais bien loin sans ça. Donc, on est allé dans les bois, puis on a commencé à prendre notre marche. Puis soudainement, mon frère nous a appelés, disant qu'il avait trouvé quelque chose. Donc, on a couru le voir, puis on a vu tous les signaux que le détecteur de métal émettait. Ça fait qu'on a commencé à creuser. Mais après une dizaine de minutes, on ne trouvait rien. Ça y est, mon père m'a dit, je pense pas qu'il y a quoi que ce soit qui est là, on devrait continuer notre marche. Et tout le monde a décollé, mais moi j'ai continué à creuser. Soudainement, mes mains ont touché quelque chose de froid. Ça fait, j'ai vite appelé mes parents, puis ils ont commencé à courir vers moi, puis j'ai soulevé un crâne humain. Puis pas longtemps après ça, j'ai continué à creuser, puis j'ai trouvé des autres bras entrecroisés sur une poitrine. Puis aussi des genoux pliés vers l'est, comme selon la tradition Micmac. Puis sous les bras, il y avait une bourse en cuir qui contenait un parchemin tout jauni, ainsi que quelques pièces de monnaie. J'ai délicatement ouvert le parchemin. J'ai révélé à mes parents que ça ressemblait à une lettre. Puis voici ce qui était écrit. Cher abbé Gauvreau, tu m'as toujours demandé quel était le secret du mascaret. Cette grande vague qui déferle 2 fois par jour le long de la rivière Ticodiac. Et comme promis, je te révèle enfin tous les secrets de cette histoire. Donc, voici l'histoire du mascaret. Un jour, longtemps passé, dans un endroit qu'on appelait Kwesawek Amlamcook, ce qui signifie le delta où les eaux multicolores se rencontrent, un jeune homme nommé Gluskabi habitait là avec sa grand-mère. Puis un beau jour de printemps, il aperçut des macreuses sur la rivière. Donc il se dit, il est temps de partir à la chasse. Donc, il embarque dans son canot, puis il commence à pagayer en chantant. Puis à mesure qu'il avançait, il y a une grosse bourrasque qui l'a repoussé vers la rive. Et là, il était un petit peu agacé. Fait, il a embarqué de son canot de nouveau, puis il a recommencé à pagayer. Mais bien vite, il y a un fort vent qui a créé une gigantesque vague qui l'a nouveau poussé vers la rive. Ben là, ici, nouveau, mais encore une fois sans succès. Ben là, il était vraiment agacé. Ça fait qu'il été voir sa grand-mère, puis il lui a demandé, « Mais pourquoi le vent souffle si fort, grand-mère? Pourquoi tu me demandes ça? » Ben, parce que... Ben, je te le dis pas. Ben, dis-le-moi, s'il vous plaît. Ah, t'es donc bien tannant. Ok, je vais te le dire. Le vent provient des battements d'ailes d'un pigargue à tête blanche géant nommé Wuchosin. On dit que son envergure est plus longue qu'un canot. Mais où est-ce que je peux trouver ce pigargue? Je devrais pas te le dire. Mais si je ne te le dis pas, tu vas pas arrêter de me tanner. Je vais te le dire. Il se retrouve au sommet de cette montagne là-bas. Mais il ne va surtout pas le déranger de son travail. Il a promis de ne pas aller le déranger, mais comme le font souvent bien des jeunes de son âge, c'était une fausse promesse. Pensez pas que je ferais ça, là. Moi, je suis pas de même. En tout cas. Donc, aussitôt que sa grand-mère avait détourné, il a embarqué dans son canot, puis il a traversé la rivière. Il a commencé à traverser la forêt, puis il a commencé à grimper la montagne. Mais à mesure qu'il grimpait, le vent venait de plus en plus fort. Puis à un moment donné, à mesure qu'il grimpait, le vent était tellement fort que ses vêtements se sont déchirés puis sont envolés avec le vent. Puis pas longtemps après, ses cheveux, puis même ses sourcils sont finis par s'arracher. Puis à mesure qu'il arrivait au sommet, le vent était tellement fort que ça grippait à une roche par le bout des doigts pour ne pas s'envoler. Puis c'est là qu'il l'a vu. Jamais il avait vu un oiseau si majestueux, si impressionnant, si magnifique. Donc, voulant le traiter avec respect, il dit « Grand-père ». Puis soudainement, le vent s'arrête. « Qui m'appelle grand-père? » « C'est moi, Gluskabi. »« Bonjour, Gluskabi. »« Grand-père, je sais que tu fais un excellent travail, mais tu crois pas que tu pourrais faire un petit brin mieux? »« Quoi, tu veux dire comme ceci? » Puis là, Wuchosin a pris ses ailes et a fait un gigantesque battement d'ailes, comme manqué de repousser Gluskabi en bas de la montagne. « Non, c'est sûr, c'est très bien, grand-père, mais moi je connais une montagne encore plus grande que celle-ci. Puis si tu dirigeais là, tes battements d'ailes pourraient se rendre encore plus loin sans effort. » Ben oui, pourquoi pas? Non, c'est une excellente idée. Ben, embarque sur mon dos et dirige-moi là. On va voir si tu as raison.
Donc, il embarque sur le dos du grand piqueur et ensuite, il s'envole vers la grande montagne. Puis une fois qu'ils atterrissent sur le sommet, Luscabi dit à Wauchosen, je pense pas que tu es au bon endroit. Recule un peu. Ouais, comme ça c'est? Non, non, continue, recule encore un peu plus. Puis là, Wauchosen a pris un autre pas en arrière, puis il a tombé dans une énorme crevasse. Bon débarras, il est temps de chasser les macreuses maintenant. Ça fait là que Luscabi a recommencé à descendre la montagne. Puis à mesure qu'il descendait, réalisait qu'il faisait tellement chaud. Puis non seulement ça, quand il arrivait à la rivière, il y avait de l'écume partout sur l'eau. Puis ça avait effrayé les macreuses, puis il les voyait tous s'envoler au loin. Ça fait là, après quelques jours, il réalisait qu'il y avait de moins en moins de nourriture pour lui. À chaque jour, il revenait à la chasse avec absolument rien à manger. Ça fait qu'après quelques jours, il va demander à sa grand-mère et lui dit pourquoi il fait tellement chaud. Il sait que de toute cette écume ici vient, puis il sait que les macreuses sont passées. Puis c'est là que sa grand-mère s'est mise à hurler. Mais qu'est-ce que t'as fait à Wauchosen? Tu comprends-tu pas? Le vent est essentiel à notre survie. Sans le vent, on n'a rien pour nous aider l'air frais du nord, puis c'est le vent qui nettoie l'eau pour la garder fraîche. Mais qu'est-ce que t'as fait à Wauchosen? Puis comme tous les jeunes hommes qui veulent paraître innocents, il dit brillant, menteur, va tout de suite réparer ton erreur. Alors là, Luscabi commence à regretter ses actions. Ça fait là, il traverse la rivière avec difficulté, puis il traverse la forêt, puis il recommence à remonter la montagne avec beaucoup moins de vent cette fois, on pourrait juste dire ça. Alors lorsqu'il arrive au sommet, il s'approche du bord de la crevasse, puis pour pas se faire reconnaître, il dit « Oncle? » « Qui m'appelle oncle? » dit une voix faible au fond du ravin. C'est moi, c'est moi. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là, oncle? Ah, ça. C'est un jeune homme tout nu pis chauve nommé Luscabi qui m'a poussé ici, puis je pense que je me suis cassé une aile. Ça fait là, Luscabi se dit qu'il va lui donner un coup de main. Ça fait, il prend une corde de son sac à dos, puis il va, puis l'aide à remonter jusqu'au sommet du ravin. Puis une fois qu'il est revenu au sommet, il prend l'écorce de boulot, puis lui fait un bandage. Puis ensuite, il dit à Wauchosen, ça va prendre un peu avant que ton aile guérisse, mais pour l'instant, essaie de ne pas faire de trop gros battements d'ailes pour ne pas aggraver ta blessure. Mais pour te dégourdir les ailes, 2 fois par jour, tu peux faire un gigantesque battement d'ailes, autant grand que tu le veux. Merci mon ami. Pour te remercier, je vais écouter ton conseil. Et donc, Luscabi se retourne, puis il commence à redescendre la montagne. Puis alors qu'il embarque dans son canot, puis commence à traverser la rivière, il y a une gigantesque vague, plus grosse qu'il n'avait jamais vue, qui le repose sur l'eau pour la rive. Puis alors qu'il se vire debout, il regarde le sommet de la montagne, puis il voit la silhouette d'un gigantesque aigle qui termine un battement d'aile. Puis c'est donc là qu'est la légende du mascaret. Puis là, la lettre finissait en disant « Et donc, ainsi mon ami, tu arrêteras finalement de me tanner pour connaître l'origine de ce phénomène. Ton ami, Peter Bernard. » Après avoir lu ça, il fallait dire, moi et ma famille, on était vraiment surpris d'avoir trouvé la tombe d'un ancien chef Micmac. Donc, on a décidé, c'est sûr, c'est peut-être un peu un manque de respect, mais moi j'étais pas mal jeune dans le temps, puis j'étais pas trop sûr quoi faire. Donc, on a décidé d'amener la bourse au bedeau de l'église. Puis lui, il faut dire, il était vraiment excité de trouver cette lettre-là. Mais, il faut dire, ce jour-là, j'étais vraiment fier d'avoir trouvé un vestige du passé. Mais, s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette histoire ici, c'est vraiment la leçon que Luscabi a apprise. Le fait que la nature a un équilibre très fragile qu'il faut absolument garder, non seulement par respect, mais tous les peuples doivent respecter cet équilibre, parce que c'est très, très, très important, comme Luscabi l'a appris à ses propres dépens. Il y a un autre personnage qu'on voyait souvent en Acadie autrefois, la sorcière. Et oui, il y avait autrefois en Acadie des sorcières. Mais je vais vous parler d'une sorcière, peut-être parmi celles qu'on connaît le plus en Acadie. La vieille Dollar. La vieille Marguerite Dollar. En fait, la vieille Dollar, elle a vécu aux alentours de 1860-1870. Et ce qui est particulier, cette vieille sorcière, la vieille Dollar, c'est qu'elle était originaire de l'île du Prince-Édouard, de la région de Prince-Ouest.
Elle avait marié un Bernard de l'île du Prince-Édouard, mais le couple avait déménagé à Bouctouche puisque M. Bernard travaillait comme bûcheron. Donc, ils ont vécu plusieurs années à Bouctouche. Et là, à Bouctouche, on raconte plein d'histoires à propos de la vieille Dollar qui était soi-disant sorcière de génération en génération et même que ses filles étaient sorcières également. Alors, on raconte qu'un jour, la vieille Dollar est allée chez une voisine à Bouctouche parce qu'elle voulait des œufs. Alors, elle se rend chez sa voisine. Je m'en viens, crie des œufs. Ben, la voisine lui répond, ben, j'en ai point. Ah, pas parce que mes œufs, je les garde parce que je vais faire couver ma poule. J'ai 6 œufs, puis je veux avoir des poussins. Alors, la vieille Dollar n'était pas très soutée, comme on dit en bon acadien. Fait qu'elle lui dit, bon, tu veux pas me donner tes œufs? Ben, t'auras point de poussins, tu vas voir. Quelques jours plus tard, la voisine met ses œufs à couver sous sa poule et surprise, quelques jours plus tard, 5 des 6 œufs étaient pourris. Il y avait un seul œuf qui a fait un poussin. Alors, c'est probablement la vieille Dollar, pas très contente, qui a jeté un sort sur les œufs. Il y a une autre histoire qu'on raconte aussi à propos de la vieille Dollar. Elle avait le pouvoir de se changer en animal, une espèce de loup très effrayant avec des grosses dents. Et la vieille Dollar, elle avait des filles. Et un jour, il y a un garçon de Bouctouche qui fréquentait une de ses filles, mais qui fréquentait aussi une autre jeune fille du village. Alors la vieille n'était pas très contente de ça. Un jour, elle aurait suivi le jeune homme en question, transformé en loup avec ses griffes et ses dents. Mais le jeune homme, lui, n'était pas très peureux. Il a pris des roches, puis il a tiré sur le loup. Et on raconte à Bouctouche que le lendemain, la vieille Dollar se promenait en boitant. Mais la légende que je vais vous raconter aujourd'hui est encore bien plus effrayante que ça. C'est une légende de la collection de l'historien Georges Arsenault. La vieille Dollar, donc, a vécu plusieurs années à Bouctouche, mais décide à un moment donné avec son mari et ses enfants de redéménager d'où elle vient, à l'île du Prince-Édouard. Donc, on la retrouve vers les années 1875 à Palmer Road, à l'île du Prince-Édouard. Elle avait une fille qui était vraiment très belle et en âge de se marier. Alors, elle cherchait un jeune homme pour marier sa fille. Elle avait, comme on dit chez nous en bon acadien, spoté un gars dans le village. Un beau jeune homme qui était d'une bonne famille et qui vivait bien. Alors, elle s'est rendue voir ce garçon et lui dit « Ben, j'avons une fille, ben belle, puis j'aimerais ça que tu viennes veiller chez nous pour voir ma fille. » Le garçon, il avait un peu peur de la vieille Dollar, là. Elle n'avait pas bonne réputation. Il dit, ouais, anyway, je passerai chez vous, là, check temps, je passerai. Mais le jeune homme n'est jamais venu. Jamais. Il est allé veiller chez la vieille Dollar. Il avait bien trop peur et il ne voulait pas avoir de la fille de la vieille Dollar qui était possiblement aussi une sorcière. Alors la vieille, bonne journée, n'était pas très contente de ça. Elle s'est dit, je vais aller voir les parents du jeune homme, voir ce qu'il en est. Alors, elle se rend donc chez les parents du jeune homme, qui avait une grande famille. Le jeune homme était le plus vieux de la famille, mais la femme venait d'avoir un bébé, qu'elle avait d'ailleurs dans les bras. Elle est en train de le bercer lorsque la vieille Dollar frappe à la porte. Elle entre, alors elle parle au monsieur et à la dame. Ben, j'attends, j'espère encore que ton garçon vienne veiller chez nous pour voir ma fille. Il me promet, mais il n'est jamais venu. Alors l'homme lui répond, non, mon garçon, il n'est pas intéressé. Il n'ira pas voir ta fille. Il y a quelqu'un d'autre en vue. Il n'est vraiment pas intéressé dans ta fille. Alors la vieille sorcière se regriche et puis regarde le couple et surtout le bébé qui était dans les bras de la femme. Ben, vous allez le regretter. Vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Parole de la vieille Dollar. Et puis elle sort, flouche, d'un coup de vent.
Pas longtemps plus tard, le bébé se met à pleurer. Mais pleurer pas à peu près, là, brailler. Le bébé avait jamais été malade. Et soudainement, il dépérissait, il pleurait, il ne mangeait plus. Le bébé allait mourir, on a essayé de le soigner, rien à y faire. 3 jours plus tard, le bébé était vraiment mal en point. Alors, la mère regarde son mari et lui dit, « Ce serait-il pas la vieille sorcière qu'aurait mis un sort sur notre bébé? » Ben, ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Pas à peu près. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors le père prend le bébé, lui enlève la petite chemise que le bébé avait sur le corps et l'envoie dans le four, dans le fourneau. Il met des bûches dans le fourneau. Et pas longtemps après, tiens, le bébé se remet à sourire, arrête de pleurer. Il avait l'air vraiment mieux. Alors, c'était ça. Le bébé avait eu un sort de la vieille sorcière. Pas longtemps après, on entend frapper. Toc, 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 à la porte, bruyamment. Ouvrez, ouvrez. C'était M. Bernard, le mari de la vieille sorcière. Ôtez ce que vous avez mis dans le four. Ôtez tout de suite ce que vous avez mis dans le four. Ma femme est en train de brûler. Elle est remplie d'ampoules. Ma femme se mourre. Oh, imaginez-vous donc. Le père dit à M. Bernard, « Ta femme, elle n'aurait pas mis un sort sur notre bébé? »« Oui, 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 elle a mis un sort, mais elle l'a ôté. Le sort n'est plus là. Elle l'a ôté. Enlevez ce que vous avez mis dans le four. » Alors le père ouvre le poêle à bois, sort la petite chemisette du bébé qui était, faut dire, à moitié brûlée parce qu'on l'avait oubliée dans le poêle. Mais malheureusement, la vieille Darleux est morte. Et oui, elle est morte de ses ampoules et de ses blessures. Alors, vous voyez qu'il faut se méfier parfois des vieilles sorcières. C'était donc le conte de la vieille Darleux, un conte de l'historien Georges Arsenault. J'aimerais vous dire un petit mot en terminant. De rendre ces légendes vivantes, je trouve ça extraordinaire de vous les amener à vous comme ça. Et un gros, gros merci au personnel du Musée acadien et aux gens du Centre d'études acadiennes Père-Anselme-Chiasson qui gardent précieusement ces trésors, donc nos légendes acadiennes. À la prochaine!